rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 24 septembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Le directeur du lycée communal de Maranvia en province Karoussi est accusé d'abus sexuels envers ses élèves. Un élève de la 8e année a été assassiné ce mercredi par des hommes armés en commune Kayokwe de la province Mwaro. Dans l'évaluation des 100 jours de règne d'Évariste Ndayishimiye, nous parlerons de la diplomatie. Le développement des titres est dans quelques instants. Fabrice Ndimulkundo assure la mise en onde et Mesteve pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Un jeune garçon de la colline Rutiazo, commune Kayokwe de la province Mwaro, a été tué par balle la nuit dernière. La victime s'appelle Pavela Niomungere, un élève de la 8e année à l'école fondamentale de Rutiazo. Selon des sources sur place, le garçon venait de puiser de l'eau et sur le chemin de retour, il a croisé des hommes armés dont fusil qui ont mis fin à ses jours. Ces hommes n'ont pas été identifiés. Des sources policières indiquent que 3 personnes ont été arrêtées pour raison d'enquête. Et un corps sans vie d'un homme a été découvert ce matin près de l'église et cathédrale Regina Mundi en mairie de Bujumbura. Selon les témoins, le corps de la victime présentait des plaies et blessures. Et les détails avec Balthazar Mibour. Ce cadavre a été aperçu en premier lieu par des gens qui se rendaient au culte matinal à la cathédrale Regina Mundi dans la matinée de ce jeudi. Ceux qui ont reconnu la victime disent qu'il s'appelait Deogracias et qu'il était chauffeur de bus du transport en commun opérant du centre-ville de Bujumbura vers la zone Musaga et vice-versa. Selon les témoins qui ont vu ce cadavre, la victime avait été torturée avant d'être achevée et sa langue avait été coupée. Il avait des blessures au visage, sur la tête ainsi que sur les bras. Il a été sérieusement torturé à un tel point qu'il était méconnaissable à cause des blessures qui se trouvaient partout sur son visage. Selon toujours les témoins, la victime portait des habits qui étaient aussi déchirés, ce qui laisse croire qu'avant d'être tué, il aurait tenté de résister à ses bourreaux. Tout près de sa tête, une grosse pierre y avait été déposée. Les mêmes témoins pensent que le défunt aurait été tué ailleurs. L'homme assassiné était natif de la commune Mugamba en province Bururi et habitait dans la zone Musaga. Vers 7h30, les agents de la police de la protection civile ont transporté le corps vers une destination qui n'a pas été communiquée. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Jimmy Atungimana, maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. C'était un reportage signé Balthazar Mibour. Page droits de l'homme, la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, condamne le comportement indigne qui continue à être affiché par des Imbonerakure affiliés au parti CNDD et FDD. Compte tenu des prêtres malmenés mardi dernier en zone Maranvia de la commune Mutimbuzi, Encher Nikoyagidze, président de la Ligue ITK, trouve qu'il est temps que la communauté internationale agisse en collaboration avec les pays de la sous-région pour la protection de la population burundaise. Suivez Encher Nikoyagidze. Pour nous, à la Ligue, en fait, ces Imbonerakure ne perdent pas isolément. Ils sont des escadrons de la mort, ils sont des garçons de course pour ces dignitaires du pays. Donc, ils ne sont pas isolés. Ils sont protégés par le pouvoir en place. Donc, ces missions de pillage, des assassinats sont tous commandités par les chefs du gouvernement. Donc, ils ne perdent pas comme des simples Imbonerakure. Ils sont garçons de course de ces dignitaires burundais. Pour nous, à la Ligue, vous voyez, donc, c'est le gouvernement qui devrait protéger la population. C'est le gouvernement qui devrait éradiquer tout ça. Mais on remarque que c'est vraiment les mêmes membres qui commandent ça, qui protègent ça. Donc, c'est des programmes de le pouvoir en Dogitega et sous le contrôle des criminels. Et ne peut être corrigé si vraiment la communauté internationale ne s'implique pas, ne fait pas fléchir le gouvernement pour qu'il vienne à la régie. On implore la communauté internationale et les partenaires du Burundi et les pays de la sous-région de s'impliquer pour la protection de la population burundaise.
C'était un cher Nicolas Guizé, président de la Ligue ITK. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi ne relâchera d'un iota dans sa mission de mettre en évidence les violations et crimes commis envers le peuple burundais. Dans un entretien avec la RPA, Doudou Diène, président de cette commission, dit ne pas être étonné par les accusations de Gitega lors de la présentation du 4e rapport ce mercredi, comme quoi la commission n'est pas objective dans ses rapports. Doudou Diène invitait plutôt les autorités burundaises à collaborer avec la commission. Suivez Doudou Diène. D'abord, je vous rappelle que tous les mécanismes qui ont été créés depuis plus de 10 ans sur le Burundi, experts indépendants, etc., tous ont fait l'objet des mêmes accusations de non-objectivité, tout simplement parce que le Burundi estime que ces mécanismes-là d'enquête ne sont pas objectifs, etc. Mais je crois que, je répète, le fait que notre commission a été renouvelée pendant plusieurs années, c'est extrêmement rare. La seule commission qui a une durée aussi longue, c'est sur la Syrie, est une preuve de crédibilité et d'un travail objectif et sérieux. Et je dois ajouter un deuxième point très important. Nous n'avons aucun rapport particulier avec aucun des acteurs de la société burundaise. Nous les considérons tous sur le même pied d'égalité. Ce qui est l'objectif fondamental que nous gardons à l'esprit, c'est le peuple burundais. Et comme nous l'avons souligné, je l'ai indiqué moi dans mes interventions, ce peuple fait face depuis la plupart des peuples de la région, mais surtout au Burundi, à une situation d'extrême violence et de misère et de souffrance depuis trop longtemps. Et donc la communauté internationale a une obligation de solidarité et d'assistance à ce peuple burundais qui dans la quotidienneté vit dans la douleur. Et donc nous avons ça en tête. Et je dois dire que nous avons de manière continuelle sollicité la coopération de la société burundaise en leur adressant de manière régulière des correspondances en leur disant voilà notre mandat. Nous souhaitons être le plus objectif possible. Nous souhaitons coopérer avec vous en tant qu'autorité, venir sur le territoire, vous écouter, enregistrer vos points de vue, celui aussi des autres acteurs de la société et refléter tout cela de manière objective dans notre rapport. Donc nous avons sollicité cette coopération depuis le départ. Mais, je répète que la réponse a toujours été négative, jamais directement, mais par des déclarations que nous comprenons cette méthode d'approche. C'était Doudou Diène, président de la commission de l'ONU d'enquête sur le Burundi. Les relations entre le Burundi et d'autres pays n'ont pas beaucoup bougé depuis l'accession au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye. Toutefois, de nouvelles initiatives communes entre le Burundi et la Tanzanie ont vu le jour. Le bilan des 100 jours de diplomatie et de politique étrangère du nouveau chef de l'État burundais avec Emile Nibasumba. Les relations entre le pouvoir de Gitega et les Nations Unies ne se sont pas du tout améliorées au cours des 100 derniers jours, en témoignent les déclarations du représentant du Burundi à la 45e session du Conseil des droits de l'homme. C'était ce mercredi lors de la présentation du rapport de la commission d'enquête sur le Burundi. Au cours de cette journée qui coïncidait avec le 98e jour de règne d'Evariste Ndayishimiye, le représentant du Burundi à Genève s'est demandé si ce conseil n'était pas un organe de politique des droits de l'homme au lieu de les protéger et de les promouvoir. Les déclarations qui surviennent alors que le bureau de ce conseil est toujours fermé au Burundi. Les relations entre le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et le président rwandais, Paul Kagame, ne sont pas non plus au bon fixe. Alors qu'il venait de passer plus d'un mois au pouvoir, Evariste Ndayishimiye a qualifié le Rwanda d'État hypocrite avec lequel le Burundi ne pouvait pas avoir des relations. Il rejetait ainsi la main lui tendue par son homologue rwandais à son arrivée au pouvoir. Un mois plus tôt, un groupe armé en provenance du Burundi avait attaqué le sud-ouest du Rwanda avant d'être repoussé par l'armée rwandaise. Les boîtes de conserve estampillées Forces de défense nationale du Burundi qui ont été exposées au public étaient parmi les objets abandonnés par les rebelles selon l'armée rwandaise. Dans un communiqué qui ne niait pas les faits, l'armée burundaise avait indiqué que le sol burundais ne peut pas être le fief des éléments qui perturbent la sécurité des pays voisins. Même s'il y a des tentatives de rapprochement entre l'Union européenne et le nouveau président Evariste Ndayishimiye, les sanctions relatives à l'aide directe au gouvernement burundais sont toujours maintenues par les 27. Parmi les pays qui semblent plus avancés dans le renforcement des relations avec le Burundi figure la Tanzanie. Evariste Ndayishimiye a choisi ce pays pour effectuer sa première visite officielle hors du Burundi. Sur l'agenda figurait, selon le président tanzanien John Pombe Magufuli, les discussions sur la mise en place d'un grand comptoir commun du nickel dans la ville de Kigoma. Au cours de cette visite, l'adhésion
l'adhésion du Burundi à la SADC n'a pas été publiquement évoquée par John Pombe Magufuli. Après l'échec de 2 tentatives, celui qu'Evariste Ndayishimiye considère comme son père lui avait promis de plaider pour l'adhésion du Burundi à la communauté de développement d'Afrique australe pendant qu'il assurait sa présidence. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Page éducation à présent, le gouvernement du Burundi est responsable dans le domaine de l'éducation, doivent respecter les textes régissant ce domaine pour que les élèves ne continuent pas à être victimes de la mauvaise organisation de ce secteur. Réagit Elali Nibizi, défenseur des droits de l'homme, qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi. C'est après que certaines autorités politiques aient accusé les enseignants d'être à l'origine du mauvais rendement des élèves. Suivez Elali Nibizi. Pour que le gouvernement et les enseignants puissent avoir une même vue et une même solution sur le problème de l'échec scolaire, il faut d'abord que le gouvernement respecte les textes. Il faut que le gouvernement cesse de politiser l'éducation, qu'il prenne des engagements concertés et que les engagements pris soient respectés. La deuxième chose, il faut que le gouvernement respecte les textes. Il y a des textes qui réglementent la mise en place des programmes, la mise en place des réformes. Il y a des textes qui réglementent la taille de la classe, les dimensions de la classe et les questions d'hygiène. Il y a des textes qui réglementent la question de la passation des examens, des avancements scolaires, où la tricherie doit être prohibée. Maintenant, nous avons un problème parce que le gouvernement peut tricher en tout. Il triche dans la mise en place des programmes et précipite les programmes en fonction des échéances politiques. Il triche en mettant en œuvre ces mêmes programmes avec les manuels, envoie en classe des enseignants qui n'ont pas de livres, qui n'ont pas de classe, qui n'ont pas de bancs pupitres et il trompe la population alors que c'est l'enseignant qui en donne la responsabilité dans la classe. Bien sûr, le perdant, le premier et le dernier perdant, c'est l'enfant, c'est le parent et le gouvernement se fout des conséquences de sa mauvaise politique. Donc, que le gouvernement respecte ses engagements. Elali Nibizi appelle le gouvernement à travailler avec les enseignants pour trouver solution aux problèmes qui minent ce secteur, comme cela s'est passé dans le temps. Encore une fois, Elali Nibizi. Et au niveau de l'école, il y a les comités de gestion de l'école qui ont été mis en place depuis 2009. Si le comité de gestion de l'école fonctionnait correctement et que, d'abord, au niveau de la nomination, si la présence d'un comité de gestion de l'école répondait à l'ordonnance ministérielle qui les fixe, si les enseignants étaient représentés, si les syndicats étaient représentés selon les principes d'élection, de représentation, si les élèves étaient représentés selon les élections libres des élèves, je suis sûre que ce comité de gestion de l'école pourrait analyser les problèmes scolaires et les porter plus loin au niveau du comité, du conseil communal de l'enseignement et au niveau supérieur, au niveau du conseil provincial de l'enseignement. Malheureusement, ces conseils ont été politisés. Dans la plupart des cas, on voit des directeurs provinciaux de l'enseignement qui nomment eux-mêmes les représentants. Donc, dans le temps, il y avait des cadres, ce sont ces conseils, ce sont ces comités de gestion de l'école. Le deuxième cadre, c'était que les problèmes qui avaient été relevés à l'école ou au sein de ces conseils étaient portés à la connaissance des syndicats. Et les représentants des syndicats rédigeaient un mémorandum auprès du ministre de l'Éducation, lequel ministre répondait ou organisait un dialogue autour des problèmes relevés à l'école. C'était Elali Nibizi et les enseignants et parents d'élèves du lycée communal de Maranvia en commune Nyabikele de la province Karouzi demandent la destitution du directeur de cet établissement scolaire. Ils l'accusent d'abuser sexuellement ses élèves pour les faire avancer de classe. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Page gouvernance à présent, le gouvernement du Burundi devrait plutôt commencer à mettre de la transparence dans la gestion de l'enveloppe destinée aux communes. Sera utilisée. Réaction de l'analyste économiste Faustin Ndikumana à la suite des promesses faites ce mercredi par le numéro 1 burundais qui s'est engagé à donner à chacune des communes du Burundi une enveloppe de 100 millions de francs burundais pour soutenir la création de l'emploi des jeunes. Suivez Faustin Ndikumana. J'imagine que quand le gouvernement dit qu'il va consacrer 100 millions de francs à chaque commune pour soutenir les activités de création d'emplois des jeunes, et je pense que peut-être c'est une part des 500 millions qui sont régulièrement, habituellement accordés aux communes dans le cadre de développement. Je crois que peut-être qu'on prendra 20% de ce montant pour soutenir ces activités de création d'emplois des jeunes. Mais aussi, le problème, c'est que la gestion de ces 500 millions a toujours été problématique. Au premier temps, on disait que c'était pour soutenir les infrastructures au niveau communal. Deuxièmement, on a dit, on va soutenir les activités génératrices de revenus, on va soutenir le secteur agricole. Là aussi, les rendements tardent à se faire manifester. On dit maintenant que peut-être on va orienter dans d'autres options. J'imagine que aussi la gestion de ces 500 millions de la commune devait être vraiment plutôt transparente et essayer de soutenir le développement spécifique à chaque commune parce que les réalités des communes ne sont pas les mêmes. Et le problème, c'est que même on subventionne les communes à un montant égal de 500 millions qui n'ont pas les mêmes revenus, les mêmes capacités de création d'emplois, les mêmes capacités de financement, les mêmes capacités de collecte des impôts et taxes. Donc c'est toujours problématique. L'analyste économiste qualifie d'utopique la promesse du président Ndayishimiye que son gouvernement rémunérera durant toute une année les jeunes qui seront embauchés par les privés. Faustin Ndikumana souligne que plusieurs secteurs manquent d'argent, non pas parce que le pays n'a pas de personnes qualifiées à employer dans les domaines, mais plutôt parce que le gouvernement ne parvient pas à payer leur salaire. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Je constate mal comment le gouvernement peut aller payer des jeunes, des employés qui travaillent pour le secteur privé alors que lui-même ne parvient pas à recruter le nombre dont il a besoin pour assurer les services publics, notamment au niveau de l'enseignement, la santé, la justice. Vous savez que toujours on dit que les besoins sont par exemple plus de 2-3 000 au niveau des enseignants, mais le gouvernement engage une partie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes au niveau budgétaire. Alors ça serait peut-être incompréhensible de payer des jeunes qui travaillent pour le secteur privé alors que le gouvernement n'a pas pu engager pour assurer les services publics qui constituent vraiment sa mission régalienne. Deuxièmement aussi, un opérateur économique quand il décide d'engager, c'est son calcul de coût de production, il engage parce qu'il a besoin de tel ou tel autre employé et il calcule qu'il va gagner. Ce n'est pas une chose de charité, c'est de l'intérêt, ce sont des charges qui sont calculées. S'il va gagner, là, il continue à recruter selon sa capacité de création. Dire qu'il pourra engager seulement sur le fait que c'est le gouvernement qui va payer ces nouveaux recrues, je crois que ça lui serait aussi difficile parce que après cette période d'une année, il pourra dire maintenant je n'ai plus d'argent à vous payer, alors je vais vous licencier. J'imagine que là aussi il faut vraiment une analyse beaucoup plus minutieuse, une approche technique. C'était l'analyste économiste Faustin Ndikumana. Dernière page de ce magazine, la régularisation des cotisations de l'INSS des employés de la société de gardiennage Showa Security Company est l'une des principales revendications du syndicat Citra Suseco. Les membres de ce syndicat affirment que ce sont ces revendications qui sont à l'origine de l'emprisonnement du président du dit syndicat et de demander à l'employeur de répondre plutôt aux revendications de ses agents. Le point avec Eloge Divin Remèche. Les activités du syndicat Citra Suseco ont été perturbées par l'employeur Emmanuel Mounoua Angari depuis que ce syndicat s'est exprimé sur des lacunes à corriger. Un des syndicalistes revient sur les revendications du syndicat Citra Suseco. À l'heure actuelle, il n'y a aucune cotisation qui est versée à l'INSS par notre employeur. Autre chose, il faut qu'il essaye de nous faire soigner car nous ne pouvons même pas avoir
boire un comprimé de paracétamol. On ne peut pas se faire soigner avec notre maigre salaire, un salaire qui ne vient même pas régulièrement. Actuellement, nous sommes payés une fois les 2 mois. Cela a commencé petit à petit avec le non-respect des dates de paiement. Avant, on enregistrait des retards de paiement d'1 semaine et finalement, on s'est retrouvé avec des retards d'1 mois. Le représentant du syndicat Citrasuseko, Emmanuel Ndikoumana, actuellement en prison à Mhimba, avait essayé de réclamer certains droits, mais en vain. Les membres de ce syndicat sollicitent des négociations avec l'employeur. Si au moins il pouvait discuter avec le syndicat pour trouver une solution commune. Nous lui demandons tout simplement de négocier pour regarder dans nos revendications ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas et ce qui pourrait être résolu plus tard. L'employeur Emmanuel Mounouangari réfute ces accusations. Concernant le président du syndicat Emmanuel Ndikoumana, actuellement emprisonné à Mhimba, Emmanuel Mounouangari dit qu'il faut attendre la décision de la justice. Les agents de la société Choix Security demandent également l'intervention du ministère de tutelle, en l'occurrence celle de la sécurité publique. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le ministre de la Sécurité, Gervais Ndelakoboucha, mais il a été injoignable. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, et c'est sur ce reportage d'éloge divin Remeisha que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 24 septembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Fabrice Ndimurkundo et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!